Bonjour, dans une première vidéo, nous avons parlé de MMA avec Bertrand Boucher. Alors que cette discipline était interdite en France, savez-vous que des Français ont tenté l'aventure et parmi eux des Réunionnais? Bienvenue dans cette causerie du sport consacrée aux arts martiaux. Nous poursuivons notre découverte du MMA, cette fois-ci avec un champion du monde réunionnais, un enfant bien de chez nous, Gaël Grimaud. Bonjour Gaël Grimaud, comment Bonjour allez-vous? Emmanuel. Ça va très bien, merci. Alors, je vais vous présenter Gaël Grimaud, donc coach en MMA, président de la Grimaud Academy, ancien champion du monde de MMA. Donc, Gaël, je rappelle vite fait la discipline. Le MMA, qu'est-ce que c'est? C'est une discipline qui commence par les percussions, avec une phase de lutte et une poursuite au sol. Ces rencontres se passent dans un octogone, souvent, avec un grillage pour permettre la sécurité des pratiquants. La compétition était interdite en France jusqu'à 2020. Alors, Gaël Grimaud, pouvez-vous nous raconter votre parcours, s'il vous plaît? Eh oui, moi je suis Gaël Grimaud, je suis originaire de La Réunion, je suis né à Saint-Denis, j'ai grandi dans le quartier du Chaudron. J'ai commencé mon aventure avec le sport de combat, avec le judo. J'ai commencé le judo à l'âge de 7 ans. Ma mère nous a mis au judo pour sortir un petit peu de la sphère du quartier. Et puis j'ai continué mon évolution dans le judo jusqu'à l'âge de 17 ans à La Réunion. Et à l'âge de 17 ans, je suis parti en métropole pour faire un sport-études, là où j'ai passé tous mes études et j'ai côtoyé le haut niveau du judo. Ensuite, je suis revenu un peu après mes études à La Réunion, vivre de mon enseignement, de mon diplôme. Finalement, je me suis un peu ennuyé, on va dire, pour faire court. Et je suis reparti en métropole pour voir ce qu'il y avait à faire de plus parce que je n'avais pas réalisé mon rêve de champion. Finalement, je suis parti et j'ai rencontré le MMA. Et c'est là où j'ai démarré ma carrière de MMA et je suis passé pratiquement 15 ans pour faire un petit peu, un petit peu court dans cette discipline. Et j'ai été champion du monde à plusieurs reprises. J'ai fait aussi un tour du monde, donc une belle aventure autour de ce sport, quoi, en fait. Bah, nous allons parler de tout ça avec vous. D'ailleurs, nous allons commencer par, justement, vous êtes arrivé au MMA à quel âge? J'avais déjà 27 ans quand j'ai commencé Mhm. mes premiers combats. Quand j'ai fait mon premier combat, j'avais déjà 27 ans. Pourquoi? Parce que j'avais déjà une carrière de judo Mhm. derrière moi. J'étais en première division, etc. Et puis après, j'ai fait un peu le tour du judo. Les compétitions, tout ça, je n'étais pas dans les numéros 1, donc du coup, je tournais en rond. Et c'est avec un peu de réflexion. Avant le MMA, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien qui restait un peu avec le judo parce que ça se fait en kimono. Et puis, c'était une discipline qui était proposée par la fédération de judo. J'étais quand même champion d'Europe, hein. En passant par là, j'aimais bien le fait que on pouvait voyager avec cette discipline-là en équipe de France, etc. Et puis, bon, je me suis pris au jeu de l'équipe de France, de représenter la France en jiu-jitsu fighting. Et donc, du coup, j'étais champion d'Europe. Et finalement, avec ce titre de champion d'Europe-là, ça m'a permis d'obtenir des combats en MMA. Et c'est à ce moment-là où je fais mon premier combat à 27 ans, quoi. À 27 ans, c'était en quelle année, si c'est pas trop indiscret? Les années, je maîtrise pas. Je t'avoue que donc retour dans le temps, peut-être ça me fait trop revenir dans le temps, mais c'est en 2004, il me semble. C'est pas un souci, ça c'est juste pour préciser que à cette époque-là, le MMA n'était pas encore légalisé, la compétition n'était pas encore légalisée en France. Raconte-nous le parcours d'un pionnier du MMA, comment se faisaient les entraînements et les compétitions à cette époque-là. Écoute, le MMA n'existait pas, hein. Il n'y avait pas de club de MMA quand je commence le MMA. Ce que je fais, c'est que je vais dans différentes salles de sport. Euh, je vais dans une salle de boxe thaï, dans un club de boxe thaï pour faire de la boxe thaï, parce Mm. qu'il faut ajouter à mon panel de combattants de judo et de jiu-jitsuka de la percussion boxe thaï. Et puis aussi, je vais dans les salles de boxe anglaise pour pouvoir parfaire un petit peu mon, mon manque de percussion, etc. Donc, je gravite comme ça autour dans des salles qui est déjà existant. Mais je rajoute en fait des disciplines qui sont dans le MMA, en fait. Et pour faire des combats,
bah, on est obligé d'aller à l'étranger parce que il n'y a pas de combat en France. À l'époque, je côtoie le club de Jean-Marie Mercier. C'était un précurseur aussi de la boxe thaï à l'époque, qui habitait sur Paris. Et c'est lui qui m'invite, on va dire, de faire mon premier combat dans un pays étranger, en fait. Donc les compétitions se faisaient dans les pays étrangers. Donc vous partez, vous entraînez en France dans plusieurs disciplines, vous partez à l'étranger. Donc là, c'est des compétitions, on peut pas dire amateurs parce qu'il n'y avait pas réellement d'amateurs à cette époque. On vous envoyait directement dans les compétitions directement avec, on va dire, des professionnels. Oui, c'était directement du professionnel, hein. Savoir qu'en MMA, aujourd'hui, on a deux circuits. On a le circuit amateur avec les protections au casque, protège tibia et puis des gants rembourrés. Et un circuit professionnel où là, c'est uniquement les petits gants et puis protège-dents et puis une coquille, hein, c'est tout. Nous, on a commencé avec un protège-dents, une coquille et c'est tout. Donc, on allait directement, ouais, dans des circuits professionnels, qui était assez impressionnant parce que on voyait que déjà à l'étranger les circuits, enfin les événements étaient déjà professionnalisés avec un show qui y avait autour, etc. Et puis des combattants qui avaient déjà quelques combats à leur actif de MMA. Donc c'est vrai qu'on a commencé vraiment dans le dur, quoi. Ah, le dur, oui, vous avez commencé dedans. Et d'ailleurs, après, vous êtes monté, vous êtes arrivé jusqu'à champion du monde. La première ceinture, c'était laquelle? Ma première ceinture de champion du monde, c'était la ceinture de Cage Warrior. Ouais, Ouais, une belle ceinture. Ouais, c'est une belle ceinture. À l'époque, je savais pas que le Cage Warrior était aussi populaire. Mm, On n'avait pas d'informations en France. mm, Et donc, j'arrive sur un événement qui était beau à voir mm. et qui avait vraiment une belle prestance, etc. Et puis, pour la petite histoire, la veille même, je savais même pas qu'il y avait une ceinture. Donc, à la pesée, je maîtrisais pas trop l'anglais non plus à l'époque. Et j'entends que c'était le combat vedette et qu'il y avait une ceinture au bout, en fait. Donc, j'étais agréablement surpris, mais aussi une certaine appréhension sur le combat. Ouais. Après, vous avez continué à enchaîner les ceintures. D'ailleurs, l'une des dernières, c'est celle du Hexagone MMA. On vous voit d'ailleurs sur cette photo avec la ceinture. Pouvez-vous nous présenter un petit peu cette ceinture et vous à cette époque-là, puisque là, c'est parmi les dernières ceintures. Oui, alors là, j'ai 42 ans. Il n'y a pas si longtemps, hein. Il n'y a pas si longtemps. Il y a 2 ans de ça, post-Covid. Le Covid, on a eu Oui. la pénurie, le confinement, etc. Juste après le Covid, le MMA se légalise en France. Mhm. Donc, une nouvelle organisation qui se monte avec des professionnels du MMA. Les fondateurs de l'Hexagone MMA font ce métier depuis, pareil, c'est des précurseurs depuis 20 ans. Et ils me proposent de faire le premier événement, le premier championnat du monde de leur organisation à l'Accor Arena à Paris. Donc tout de suite, je dis oui parce que je viens de passer, je viens de passer quelques mois à rien faire et puis à savoir ce que je dois faire de ma vie et ce que je veux faire de ma vie. Et bon, le combat revient à moi, donc je dis tout à fait un gros oui, quoi. À 42 ans, c'est pas forcément très facile de remonter, mais je pense que le mental et le physique étaient encore là. D'ailleurs, la ceinture a été ramenée. Félicitations. Et d'ailleurs, justement, comment se prépare un compétiteur? Puisque je pense qu'à 27 ans, quand vous vous préparez pour les premiers combats, et à 42 ans, c'est plus la même préparation. Quelle est la préparation physique pour un compétiteur de haut niveau? Moi, j'ai toujours privilégié la préparation physique dans mon parcours. En fait, j'ai toujours cru à l'importance de ses capacités physiques. En fait, dans mon sport, le judo, je n'étais pas trop un gros technicien, Mm. mais par contre, j'avais un physique à toute épreuve et j'ai remis ça dans le sport de combat, en fait. Et dès que j'ai commencé, j'avais pas de coach en MMA et j'avais pas de travail technique. Enfin, j'avais pas beaucoup de travail technique. Donc, j'ai pallié mon manque de technique avec une grosse préparation physique. D'ailleurs, c'est mon épouse qui m'a fait ma préparation physique toutes ces années où j'ai fait du MMA, aujourd'hui encore. Donc, du coup, on a vraiment focalisé là-dessus. À 20 ans, à 30 ans, ça va, on arrive à encaisser et on apprend beaucoup.
moi, j'ai beaucoup appris sur la préparation physique et j'ai appris que le cycle d'un physique d'un humain, ça va en descendant. À 40 ans, on n'a plus le même physique, on ne récupère pas aussi bien. Donc, du coup, tout ce savoir, je le retransmis à 42 ans, en fait. C'est-à-dire que j'ai laissé tout ce qui est très intensif de côté. Enfin, j'avais des entraînements intensifs à 42 ans, bien évidemment. Par contre, je mettais plus de rigueur sur ma récupération. En fait, tout le cycle de récupération était très important pour moi à 42 ans parce que je récupère moins bien qu'à l'époque, en fait. Donc, c'est ça qui m'a permis d'évoluer au niveau à cet âge-là, quoi. C'est vrai que la récupération, c'est une partie qui est un peu négligée. Si on veut durer, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, surtout en avançant dans l'âge. Je reviens un petit peu en arrière en vous montrant une petite photo. D'ailleurs, on parle de cette ceinture, on avait parlé au début, c'est une des ceintures les plus prestigieuses, donc je vous laisse décrire la ceinture. Alors, la ceinture du Cage Warrior, il faut savoir qu'à l'époque et encore aujourd'hui, le Cage Warrior, c'est un tremplin pour l'UFC, la plus grosse organisation. D'ailleurs, McGregor, qui est aujourd'hui le combattant le plus connu dans le monde du MMA et puis dans le monde en général, par tout un chacun, Oui. passe par cette ceinture pour aller à l'UFC, en fait. Donc moi à l'époque, je savais pas que sur le premier combat, je savais pas que j'allais combattre pour cette ceinture-là. Parce qu'en France, c'est pas légal, on n'a pas les informations et on est pris un peu comme des faire-valoir de ces organisations-là parce que normalement, on n'a pas le niveau. Malheureusement pour eux, je déjoue un peu les paris, les pronostics, et je gagne la première ceinture et je la défends 2 fois avec succès derrière. Donc elle a une grande valeur parce que avec du recul, j'ai fait un peu ce que je fais d'habitude, c'est que je décris un petit peu je décris un petit peu les pronostics et j'arrive à faire la surprise et à être la personne qu'on n'attend pas, quoi, en fait. Eh ben, là, alors, on parlait de préparation physique, on va parler un peu de mental. Là, on voit dans cette photo, justement, dans l'octogone, on voit Ruger. Alors, racontez-nous un peu quel mental il faut et décrivez un petit peu cette photo, s'il vous plaît. Ça, c'est une photo où je gagne déjà. Je gagne, je suis très content parce que je mets mon premier KO. Justement, là, à cette époque-là, j'ai plus la ceinture parce que j'estime qu'on me l'avait volée par un acte d'injustice. Enfin, voilà, c'était une égalité. Je pense qu'on a fait en sorte que je perde la ceinture. Donc, du coup, j'ai une rage de regagner un combat derrière pour concourir pour la ceinture. Et là, c'est une photo où je montre que je suis présent et que j'étais confiant pour la ceinture et pour aller à l'UFC et que je reviens au combat, quoi, en fait. C'est vrai que c'est assez particulier parce que on a une montée d'adrénaline, surtout dans un environnement comme la cage. Ça peut faire très peur, mais ça peut aussi transcender. Là, sur la photo, je suis transcendé parce que j'ai prouvé que j'étais le meilleur et que mon travail a payé, quoi, en fait. D'ailleurs, le mental est très important. Comment se fait cette préparation? Est-ce que ce mental-là, vous l'avez toujours eu ou sinon ça s'est préparé, ça s'est peaufiné au fil des années? Comment ça se passe? Pour être transparent, j'avais pas toujours ce mental de gagnant. J'ai un mental où j'ai pas peur. Enfin, j'ai moins peur que la normale, où je peux affronter mes peurs en général. Mais ce qui se passe, c'est que derrière, le mental vient avec les épreuves, en fait. Les épreuves, à chaque fois, il y a une étape à passer, mais aussi dans l'entraînement, c'est des petites épreuves qu'on se met à soi-même, en fait. Déjà, le fait d'aller à l'entraînement, de se lever pour aller à l'entraînement, et en fin de journée, d'aller à l'entraînement alors qu'on a passé une journée. De réaliser des exercices et de les répéter sans cesse sur un entraînement, là c'est déjà des petits exercices, des petites épreuves qui fait que ton mental se forge entraînement par entraînement. Ensuite, quand on a passé 1 semaine, 2 semaines, 1 mois d'entraînement, voilà, c'est déjà une épreuve qu'on a passée qui commence à travailler sur le mental.
ainsi de suite, sur 2 mois d'entraînement pour le combat, mais on est déjà prêt mentalement parce qu'on on a subi toutes ces petites épreuves-là qui nous permettent d'arriver au combat et dire voilà, on s'est entraîné, on est prêt physiquement, on est prêt mentalement, donc la dernière porte à passer, ça va être le combat. C'est quelque chose qui s'est vraiment forgé avec le temps alors. Voilà, ça se forge avec le temps, avec Les les minutes, les heures, Mm. les jours, les semaines, les mois, et puis après les années. Hein. Effectivement. Après, j'ai vu aussi, d'ailleurs, on revient sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé justement de voyage. Je crois qu'à un moment donné, vous avez fait un road trip des arts martiaux, un tour du monde. Pouvez-vous nous raconter un petit peu, s'il vous plaît? Oui, il y a plusieurs années de ça, il y a 7 ans de ça. C'est ma première retraite en MMA. Donc je vivote un petit peu parce que j'ai un palmarès qui est très intéressant, qui fait peur. Donc j'obtiens pas les combats qui m'intéressent et j'obtiens des combats qui sont pas très intéressants. Finalement, le dernier combat, je le fais en dilettante, on va dire, Mm. contre quelqu'un qui est un combattant, Abdul, qui aujourd'hui est un Oui, combattant du PFL qui cartonne. qui est très Lui, bon. il est jeune, il a 20 ans je perds ce combat. Finalement, voilà, je ne vois pas trop l'avenir dans le MMA et je me dis, voilà, il me faut quelque chose qui me remette dedans dans le sport. Et il y a des choses que j'avais pas réalisées. D'ailleurs, d'aller à l'UFC, c'était un projet que j'avais et Mm. que je n'ai pas réalisé. Donc, il fallait quelque chose pour me remettre dedans. Et le Tour du Monde, c'était une idée pour moi d'aller rencontrer des gens qui ont la même passion que moi, qui sont de cultures différentes, des champions ou même des gens qui n'étaient pas champions. Et voilà, là est né le Tour du Monde. À l'époque, mes filles Mm. étaient là, ma femme vivait la même passion que moi, donc du coup, elles avaient l'âge, mes filles, de voyager sans trop que ça impacte sur leurs études. Donc on fait le choix de partir autour du monde pendant un an. Donc, d'ailleurs, de cette photo, on vous voit aux États-Unis. Donc, là-bas, vous êtes resté combien de temps? Aux États-Unis, on est resté pratiquement un mois. Oui. On a fait un peu le tour des États-Unis avec des aventures plus folles l'une que l'autre. Et ouais, ça illustre bien ce rêve américain. En fait, Hollywood, c'est le rêve américain. Cette photo, c'est là où on fait ce que tout le monde fait à Hollywood, c'est d'aller voir les cryptos. Et puis, voilà, Hollywood, ça représente plein de choses. Hein. Le rêve américain, le cinéma, tout ce qu'on a vu. Nous, les arts martiaux, on les a vus à la télé, avec Ouais. les films de Bruce Lee, avec les films de Jean-Claude Van Damme, etc. Tout ça, c'était nous à La Réunion, c'est comme ça qu'on a vécu les arts martiaux en fait. Les exemples de combattants, le mental, le physique, tout ça, on l'a vécu à travers le cinéma. Donc voilà, c'est un vrai symbole de notre tour du monde. Quoi. Et, c'est comme ça qu'on vit ses passions, je pense. Hein. C'est comme ça qu'on essaie de réaliser un petit peu ses rêves. Surtout à La Réunion, on est un petit peu loin. On voit aussi la préparation. Cette préparation, on la voit en photo. Donc, permet aussi de découvrir aussi cette photo avec vous. Donc, vous voyez Gaël, là, c'était à quelle époque là, c'était cette Ah, c'est préparation? pour la préparation, je suis à La Réunion. Je suis rentré après mon tour du monde. Donc du coup après le tour du monde, on décide de rentrer à La Réunion pour apporter de la valeur. Hein. Attention, j'aime bien le souligner parce que les gens pensent qu'on rentre à La Réunion pour juste être à la retraite, avoir une petite vie tranquille. Donc, moi, je suis rentré à La Réunion pour apporter de la valeur. Et donc, on m'annonce le combat Hexagon MMA. Oui. Donc, pour montrer l'exemple, parce que j'apporte quand même une discipline et il n'y a pas trop d'exemples à La Réunion. Donc, pour montrer l'exemple que c'est possible et qu'on peut aller toucher le haut niveau en MMA, j'accepte l'Hexagon MMA. Et puis, préparation physique obligée. Donc, là, je m'entoure. Mon épouse Elodie se charge de ma préparation physique. Donc avec des nouvelles données, hein, j'ai 10 ans de plus. Et après, je fais appel à des spécialistes. Aujourd'hui, à La Réunion, on a plein de spécialistes en boxe thaï, en lutte, etc. Donc du coup, je m'entoure de ces entraîneurs-là qui me permettent d'aller chercher un combat de haut niveau, quoi, en fait. Et ben, cette évolution, justement, en revenant à La Réunion, vous êtes revenu
pour apporter une valeur ajoutée ici dans vos spécificités, parce qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Il faut savoir qu'à votre niveau, à votre époque, il n'y avait que deux Réunionnais. Il y avait vous et il y avait Christophe Dafreville. Vous étiez les deux. Et vous êtes rentré à La Réunion aujourd'hui, Gaël Grimaud, d'ailleurs, pour passer, pour montrer en tant qu'entraîneur cette fois-ci. Vous avez fait encore la compétition en revenant, maintenant vous êtes entraîneur. Comment se passe cette transition en tant que coach de l'Académie des Camélias? La transition, elle est pas si simple que ça parce que moi, j'ai encore envie de combattre. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la nostalgie du sportif de haut niveau. Donc, je la subis parce que je vois que le MMA aujourd'hui est en plein essor. Je vois des combattants que j'ai côtoyés ou qui m'ont vu évoluer parce qu'ils sont plus jeunes, combattre à l'UFC et puis être des super-héros aujourd'hui du MMA français, du MMA mondial. Ouais. Donc du coup, la reconversion, elle est un peu difficile. J'ai cette nostalgie-là, j'ai envie de combattre encore. Mais en même temps, il y a des belles choses qui se passent parce que bon, j'ai beaucoup de jeunes qui, j'arrive à déceler le potentiel de par mon expérience. Et puis j'arrive à voir cette flamme-là que j'avais moi quand j'étais plus jeune. Donc je la fais avec plaisir parce que je sens que j'ai beaucoup de savoir à transmettre. Et en même temps, j'ai encore un peu cette nostalgie-là de combattre et d'être sous les projecteurs de la cage, etc. Donc voilà, elle se fait très bien parce que j'ai la particularité de pouvoir encore m'entraîner avec des jeunes et en même temps, voilà, j'essaie de me mettre un petit peu en retrait pour pouvoir propulser ces jeunes-là et puis pouvoir éduquer les jeunes au sport et à sport de combat, quoi. On vous a vu gagner. Moi, je me souviens à une époque, je vous ai vu gagner sur le ring et dans Seul Maloya avec Headshot Rock Bataille. D'ailleurs, vous avez parlé un peu de ce parcours, c'est le fait de revendiquer cette culture réunionnaise, la mettre en avant et ainsi d'écrire ces deux photos-là où on voit bien en tant que créole réunionnais ici dans son île. Ouais, moi, la Réunion, ça m'a toujours animé, hein, toujours depuis, je suis parti un peu jeune, hein, 16-17 ans, c'est jeune, ça fait quand même une petite rupture avec la culture, on a encore des choses à vivre, etc. Et ça m'a toujours animé. Moi, je me rappelle quand j'étais en études et qu'il faisait froid et que on pouvait pas rentrer pour décembre, tout ça, j'ai toujours rêvé de mon petit, de mon petit carré, de mon petit feuille banane, de mon petit, j'avais toujours Maloya dans ma maison, dans mes écouteurs, dans tout ça. Donc du coup, ça m'a toujours animé et toujours été boosté par ça. C'est ce qui m'a permis d'être là où je suis et d'avoir réalisé ce que j'ai réalisé dans le sport de combat parce que je tiens à cette culture-là. Je suis amoureux de mon île. Je suis amoureux de ce que ça m'a apporté dans la vie. En même temps, j'ai réussi à évoluer aussi parce que j'ai ce mélange de culture-là c'est ce mélange cette notion de partage. Donc voilà, je suis très attaché à ça. Et puis j'ai monté une marque qui s'appelle Coq Bataille qui parle d'elle-même. Quand je gagnais mes combats, le petit clin d'œil, c'était le Maloya sur le ring. Voilà, j'ai toujours été accroché à ça. Et aujourd'hui, je reviens parce que je suis amoureux de mon île, quoi. D'ailleurs, monsieur, vous avez mélangé les deux, passion réunion et sport de combat. Donc on se retrouve avec Coq Bataille qui symbolise bien la réunion plus le sport de combat. Et c'est ce que vous voulez transmettre aux jeunes aujourd'hui. Quelles sont les valeurs que vous voulez transmettre à ces jeunes à l'Académie des Camélias ou même aux jeunes réunionnais qui veulent se lancer et venir vous voir? La transmission, c'est dans la technique et c'est aussi dans le savoir-être et le savoir-faire, en fait. Donc, c'est vrai que les valeurs de Coq Bataille, ça m'a beaucoup suivi. Moi, j'ai créé l'association à la base, c'était une association il y a une quinzaine d'années, voire peut-être un peu plus, une vingtaine d'années, et ça m'a suivi le long de ma carrière. Donc, du coup, ça m'a permis de garder une ligne directrice de ce que j'ai moi appris à La Réunion. À La Réunion, on a un esprit combatif parce que on a un environnement qui le permet, hein. On a un volcan, on a des requins dans la mer. Voilà, on a des endroits assez durs comme ça, mais en même temps, il fait bon vivre. Donc voilà, on essaie d'évoluer dans le respect.
Dans l'entraînement, si le respect y est, ben, on peut faire le sport le plus dur possible, le plus dur qui existe, et ça se passe toujours bien. Donc c'est ce que j'essaie d'emmener dans ma transmission de ce sport-là, c'est que ben, on peut aller chercher du combat, on peut aller chercher le plus loin de soi-même. Par contre, on doit rester dans des valeurs, on doit rester dans du respect de son adversaire, de son partenaire. On doit rester dans cette rigueur-là que demande le combat. On doit rester dans ces valeurs des arts martiaux-là qui nous permet de devenir les meilleurs. En fait, au moins, si on ne devient pas les meilleurs combattants du monde, on devient des meilleurs individus et on arrive à le diffuser autour de soi, quoi. Et ben, d'ailleurs, pouvez-vous nous décrire cette photo qu'on voit actuellement? Je crois que c'est lors d'un cours. C'est une belle Oui, photo là, d'ailleurs. c'est à l'Académie des Camélias, c'est la section de MMA mixte qu'on a montée, parce que je dis on parce qu'il y a une équipe, hein, j'ai structuré une équipe autour de la Coq Bataille Academy. Et là, je suis en train de montrer les stratégies qu'on peut utiliser contre la cage, parce que ben, la particularité du MMA, c'est le combat contre la cage, qui est devenu pratiquement une discipline à part entière, parce que ben, y a une réalité, et puis autour de cette réalité-là, ben, on est d'abord des techniques, des défenses et de l'attaque, etc. Donc du coup, ben, moi, je sais très bien évoluer contre la cage. Donc j'apporte cette technicité-là très bien, et puis j'aime ça en fait. Là, il y a des jeunes qui sont de tout âge et de toute. Bon, on n'a pas seulement des Réunionnais dans le club, on a aussi des Guyanais, on a aussi des métropolitains qui sont venus s'installer, etc. Donc voilà, j'essaie de faire un mélange de tout ça, de culture, de savoir, de technique, de mindset, et bah, tout ça, ça donne l'Académie des Camélias. Bah d'ailleurs, on va de ce mindset que vous essayez de transmettre, ou en tout cas élaborer. On voit aussi que vous êtes accompagné. Il y a une équipe à l'Académie des Camélias, mais aussi dans cette équipe, je crois que vous transmettez, il y a votre femme qui vous accompagne, et je crois qu'il y a aussi votre fille aussi qui commence à partir aussi de côté compétition. Quel effet ça fait justement cette partie-là où le côté la famille rentre dedans et justement la fille va peut-être continuer vers les compétitions? Moi, je suis aux anges hein, en ce moment parce que ben, voilà, je travaille, j'essaie de, de vivre ma passion. J'ai une mission, c'est de transmettre et puis de faire évoluer des jeunes, peut-être dans les quartiers populaires ou même des jeunes en général. Et bon, aujourd'hui, ma femme me suit dans ce projet-là parce que bon, elle aussi, elle a une grosse compétence autour du sport de combat, autour du haut niveau, etc. Donc du coup, c'est une femme qui est une femme de caractère. Donc elle me suit dans mes projets et puis elle me soutient. Moi, je la suis dans ses projets et je soutiens. Donc, du coup, ça nous permet de trouver un équilibre et de travailler ensemble. Et ben, depuis quelques temps, ben, nos filles nous suivent dans notre projet parce que ben, elles retrouvent un peu leur place dans ces projets-là. Donc, ma première fille, Anaïs, a décidé d'être combattante de MMA. Et voilà, on évolue ensemble. On est ensemble sur les projets. Travailler en famille, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Donc, moi, dans mon enfance, j'ai pas travaillé avec mes parents ou j'ai pas évolué avec mes parents. Là, ça nous permet de créer des projets ensemble, de voir des rêves se réaliser et tout ça dans une entente collégiale et puis familiale. Donc ça, c'est vraiment un bonheur. Je découvre et j'aime beaucoup ça. En tout cas, c'est un beau parcours. Et sur cette photo, d'ailleurs, on voit sans doute le début ou la fin d'un entraînement. À côté de vous, sur votre droite, il y a votre femme, d'ailleurs, qu'on retrouve à l'écran, et qui vous accompagne. Et à côté, il y a un combattant réunionnais, Francis Martin, dans le MMA. C'est un combattant professionnel aussi, je crois. C'est ça, il s'entraîne aussi chez vous un peu? Oui, c'est ça. En fait, Francis est un combattant. Il vient de la boxe thaï. Pour la petite histoire, il a commencé par le MMA, mais après, il s'est orienté vraiment spécialisé dans la boxe thaïlandaise. Il est professionnel.
il a un très gros niveau, il apprend très vite. Et aujourd'hui, il est coach aussi. Donc, il enseigne, il donne des cours, etc. Donc, il a passé ses diplômes pour ça. Donc, il est un peu. C'est un profil que je connais, coach et, et combattant. Ouais. Il est un peu plus jeune, donc du coup, il a plusieurs combats Ouais. devant lui, on va Ouais. dire. Donc voilà, il vit ces deux passions-là. Donc voilà, il est à côté de nous parce que aujourd'hui, on laisse la place à d'autres coachs qui souhaitent avec nous diffuser l'information, diffuser le sport, etc. Donc ça reste dans notre état d'esprit en fait. Avec vous, il y a Gaël Grimaud, avec vous, il n'y a pas seulement Francis Martin, il y a aussi Swan Karpaï aussi qui monte en ce moment, il y a aussi Morel aussi qui vient aussi, qui monte en ce moment à La Réunion. Donc cette transmission, elle est en marche. Ces trois personnes-là, déjà, ils assurent quand même pas mal au niveau du MMA à La Réunion. Et justement, cette transmission, qu'est-ce que vous voulez dire à ces jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans la MMA de façon amateur ou professionnelle? Gaël Grimaud, qu'est-ce que vous voulez leur dire? Alors, si moi, ce que je veux, il y a plein de choses à dire, mais les premiers mots qui me viennent, c'est de dire, voilà, tout est possible, et il faut être OK avec ce qu'on veut faire, en fait. Si on veut faire de l'amateur, bah, il y a une exigence à avoir pour être amateur. Si on veut être professionnel, il y a une exigence encore plus, on imagine une exigence encore plus poussée. Mais il faut être en accord avec soi-même. Il faut comprendre que c'est un sport qui est dur, c'est un sport qui demande de la rigueur. Et par contre, si on est d'accord avec le prix à payer, ben, tout est OK en fait. On peut tout réaliser, on peut décrocher la lune, comme on dit, mais il y a quand même un prix à payer. Et si on est prêt à payer à ce prix-là, ben, on peut tout réaliser en fait. Eh bien, merci pour cet entretien. Donc, nous étions avec Gaël Grimaud. Je vous laisse retrouver notre causerie du sport directement sur la chaîne YouTube de l'Université numérique de La Réunion. À bientôt. Thank you.